Dans l'actualité de ce 19 juin, l'hebdomadaire Conseil des ministres dominé par le bilan lourd, très lourd d'une énième attaque terroriste dans le Sahel, province du Soum, où 17 personnes, des civils uniquement, ont été tuées dans la nuit d'hier. Front social, les administrateurs civils ont entamé depuis le 29 mai dernier une opération de boycott illimité de leurs activités. Un mouvement initié par le SYNACSAB, le syndicat des administrateurs civils, des secrétaires et agents administratifs du Burkina. Une de nos équipes est allée faire le constat de l'impact de ce mouvement sur le terrain. Vous le verrez dans ce journal. Et puis, demain, le monde entier célèbre la journée mondiale des réfugiés au Burkina Faso. Pour marquer le coup, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, s'est rendu dans le camp de réfugiés de Goudébou à Dori, où vivent près de 6000 réfugiés maliens. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Le terrorisme a encore une fois frappé, causant de nombreuses victimes. 17 morts, 17 habitants de Beléyé, des villages situés dans le département de Tongomaël, région du Sahel, ont été tués dans une attaque terroriste dans la nuit d'hier. Eh bien, cette énième attaque était tout logiquement au cœur du Conseil des ministres de ce mercredi. Un Conseil des ministres consacré par ailleurs aux questions d'ordre infrastructurel portant sur plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Tous les détails avec John William Somda. Nuit horrible pour les habitants de Baléidé dans le département de Tongomaël. La localité a été frappée par une attaque terroriste qui a causé une dizaine de morts dans la nuit du 18 juin. La nuit du 18 juin, une attaque terroriste, mais perpétrée par un groupe armé, a touché la localité de Beléidé, c'est dans le département de Tongomaël. Ces attaques-là ont ciblé essentiellement des populations et ont fait 17 victimes. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées et aux familles endeuillées. Si des opérations de ratissage ont été lancées par les FDS afin de neutraliser les assaillants, le gouvernement burkinabé déploie une fois de plus ces attaques, d'autant plus que le mode opératoire des assaillants semble avoir changé avec maintenant les populations civiles comme cible. Le gouvernement a profité de sa traditionnelle séance hebdomadaire pour adopter un décret portant sur les modalités d'évaluation et d'avancement du personnel de la police. Au titre du ministère de la Santé, un rapport portant sur l'examen de la situation financière du centre hospitalier Yalgado-Ouédraogo a été adopté et devrait à échéance en assainir la gestion. Au titre du ministère de la Santé, nous avons adopté un rapport qui est lié à la situation financière du centre hospitalier Yalgado-Ouédraogo. Le Conseil, après l'analyse du rapport présenté par Madame le ministre, a marqué son accord pour un plan de redressement au niveau de Yalgado. C'est un plan d'urgence avec notamment la question des règlements des dettes du CHU en ce qui concerne notamment différents aspects, à savoir la CAMEC, la CNSS et la CARFO. Le Conseil a également instruit Madame la ministre de prendre toutes les dispositions afin que des mesures de gestion strictes et transparentes soient mises en place pour permettre désormais le paiement intégral des médicaments pris au niveau de la CAMEC. Autre sujet abordé lors du compte rendu du Conseil des ministres de ce 19 juin, c'est l'adoption de 6 rapports qui concernent 14 projets routiers pour un montant total de plus de 180 milliards de nos francs. Ainsi, on devrait assister dans les prochains mois au début des travaux de réhabilitation de la route Ouagadougou-Kongoussi, Sakouensé-Koudougou, Fata-Bogandé et du boulevard des Tansoba de Ouagadougou qui devrait également connaître un élargissement. C'est le projet de la rocade sud-est du boulevard des Tansoba. Comme vous le savez, le gouvernement a signé avec le Japon, donc en 2017, un accord de dons non remboursables portant sur près de 5,6 millions de yens japonais, soit à ce jour 26 milliards de francs CFA pour la réhabilitation, l'élargissement et l'assainissement du boulevard des Tansoba. Tous ces travaux de réhabilitation et de construction seront financés par la coopération japonaise, la Banque ouest africaine de développement et l'État burkinabé à hauteur de 100 milliards de nos francs. Mali, Niger ou encore Burkina Faso, entre autres. Dans tous ces pays du Sahel africain, l'actualité rime souvent avec attentats terroristes dont l'une des conséquences majeures est le déplacement massif des populations qui cherchent refuge. Eh bien, cela donne souvent des camps de réfugiés abritant plusieurs milliers de personnes comme Guédébou à Dori, où le ministre des Affaires étrangères s'est rendu hier dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés célébrée demain. Abdourazak Traoré pour le compte rendu.
enturbanés et parés d'accessoires concoctés par les réfugiés, Alpha Bari et des autorités du Sahel, entourés par ces personnes qui ont fui la persécution et la guerre au Mali pour trouver le gîte et le couvert au Burkina Faso. Ensemble, ils avancent. Avançons avec les réfugiés. C'est justement la connotation que les Nations Unies veulent donner à la célébration de cette journée mondiale des réfugiés. À Dori, devant les représentants de 25 000 réfugiés au pays des hommes intègres, des hommages fusent de partout. La fête des réfugiés, c'est pour saluer le courage et la résilience de cette population qui a fui et qui se trouve depuis 7 ans maintenant en dehors de leur pays. Ça peut arriver à tous, donc on est tous concernés. Comme vous le savez, il y a aujourd'hui 15 000 Burkinabés qui se trouvent hors des frontières du Burkina et qui sont trouvé refuge dans d'autres pays. Mais je voudrais saluer l'intégration de ces réfugiés ici, saluer donc le rôle et l'action des leaders de la région, mais aussi des populations elles-mêmes qui offrent des terres de culture, des terres de pâturage et les zones aussi, les points d'eau à ces populations réfugiées-là, afin qu'elles puissent exercer. Le président de la Commission nationale des réfugiés, Alpha Bari, qui a également tenu un discours de vérité des réfugiés, aurait été pris en flagrant délit de complicité d'attaques terroristes perpétrées au Burkina Faso. Ce sont des choses qu'on ne doit pas faire. On doit, si on a fui l'insécurité, là où on part, on doit cultiver la sécurité. Une collaboration franche avec les forces armées, voilà ce sur quoi le patron de la diplomatie a insisté au camp des réfugiés de Goudébou. Après avoir visité le centre de santé et l'école, le ministre des Affaires étrangères s'est réjoui de la vie menée dans ce camp qui accueille plus de 6 000 réfugiés maliens. Des réfugiés qui plaident non seulement pour leur autonomisation, mais aussi pour plus de sécurité dans leur cadre de vie. Monsieur le ministre, je voulais attirer votre attention et plaider pour les forces de défense et de sécurité en général, pour un traitement spécial, mais c'est du poste de Goudébou en particulier, qui face à l'ennemi le 10 avril se sont souciés plus à la vie des réfugiés qu'aux par leur stratégie d'intervention. Aux réfugiés, Alpha Bari a rappelé les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre des accords d'Alger pour le retour de la paix au Mali. Le chef de la diplomatie burkinabé a mis à profit son séjour de 48 heures pour rendre hommage aux autorités coutumières et religieuses de la région du Sahel. Toujours parlant de réfugiés, sachez que 2018 a été une année record, ce sont les chiffres du HCR. Mais la spécificité surtout, c'est que 80% des personnes déplacées se réfugient dans les pays voisins, voilà, qui viennent ramer à contre-courant de la perception des pays occidentaux qui se sentent envahis par des vagues successives de migrants. Malgré la rhétorique populiste en Occident, la véritable crise des réfugiés se déroule dans les pays en développement. Les Nations Unies ont noté mercredi que la majorité des 70,8 millions de personnes déplacées qui ont fui la guerre et la persécution vont vers les pays voisins. 80% des réfugiés, dont les personnes qui ont quitté leur pays, se trouvent dans le pays voisin. Alors, cette image, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais il convient de le répéter. Vous savez, quand vous dites « l'Europe a des réfugiés », non, la plupart des réfugiés se trouvent dans les pays voisins de la guerre et malheureusement, cela signifie surtout les pays pauvres ou dans les pays à revenus intermédiaires. C'est là que nous devons nous concentrer. Les Vénézuéliens arrivent principalement en Colombie, au Pérou et en Équateur. Ils ont constitué le deuxième plus important flux de personnes déplacées à l'étranger l'année dernière, après les Syriens qui se sont réfugiés en Turquie après 8 années de guerre, d'après le HCR. Une autre conséquence du terrorisme, c'est bien la migration des élèves qui fuient les zones touchées par le phénomène. Pour remédier à la situation, l'État et les associations œuvrant dans le secteur de l'éducation
fédèrent leurs énergies. L'un des exemples de ce processus, c'est bien cette signature de convention intervenue entre l'ONG EDUCO et le ministère de l'Éducation nationale pour la rétrocession du domaine scolaire du coin dans la province de Lubri-Tenga. Alexis Beleb-Naba, Sandrine Zougouri pour le compte rendu. Désormais, le domaine scolaire de Quin dans la province de Lubri-Tenga est la propriété du gouvernement burkinabé. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues et l'ONG EDUCO ont procédé ce mardi 18 mai à la signature d'une convention de rétrocession du dit domaine. Ce fut un centre d'accueil pour les élèves menacés par le contexte sécuritaire. Il faut dire que EDUCO, depuis 2004, que EDUCO a installé, ça fait 117 salles de classe donc, qui ont été réalisées au compte du ministère en charge de l'éducation, soit pour normaliser des écoles ou pour effacer des paillotes. Et pas plus tard que cette année, j'ai reçu 12 salles de classe. Et là, aujourd'hui, nous sommes donc là pour la signature d'une convention de rétrocession d'une école. On va dire que c'est en fait une infrastructure qui est étendue sur 2 hectares dans la ville de Waïguia, où nous avons 12 salles de classe, nous avons des toilettes, nous avons un point d'eau, nous avons un bosquet et une bibliothèque. Et donc, il faut dire que cette infrastructure avait servi l'année dernière au regroupement des élèves de Caen, dans le cadre donc, de l'organisation de l'examen spécial pour les élèves qui avaient une scolarité abrégée du fait de l'insécurité. Et donc, après les discussions aujourd'hui, nous sommes là. Donc, nous avons signé la convention de rétrocession. Et donc, nous prévoyons donc la construction d'un dernier, parce qu'il y a 3 murs de clôture, un dernier de séparation entre donc l'administration de EDUCO et l'établissement, afin de pouvoir l'occuper à la rentrée prochaine. L'ONG EDUCO est très active dans le domaine éducatif. De 2004 à 2018, elle a réalisé 117 salles de classe et doté des écoles en vivres. Un appui au gouvernement qui ne devrait pas s'estomper. Elle promet au ministère de l'Éducation de toujours l'accompagner pour relever les défis. Nous sommes en face d'un ministère engagé, un ministère qui chaque jour est en train de chercher à relever les défis. Nous savons combien ce n'est pas simple actuellement de relever ces défis et notre rôle en tant qu'organisation internationale de développement est de concourir à cet effort. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à transférer ces propriétés au MENA. Les chantiers sont énormes et quand on a un ministère aussi collaboratif que celui que nous avons, nous n'avons pas peur de ces chantiers. EDUCO est une ONG de développement et d'action humanitaire engagée dans les domaines de la protection de l'enfant, de l'éducation et de la bonne gouvernance. Elle a aussi développé des alternatives éducatives pour donner une seconde chance aux enfants et adolescents hors école. La situation dure depuis plusieurs semaines maintenant. Depuis le 29 mai dernier, les administrateurs civils ont entamé une opération de boycott illimité de leurs activités sur toute l'étendue du territoire national, répondant ainsi à l'appel du SINACSAB, le syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs du Burkina. Ce matin, Rémi Lambert-Nébier s'est rendu dans plusieurs services pour constater le suivi et l'impact du mouvement. De l'immeuble abritant le cabinet du ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation à la Direction générale des libertés publiques et des affaires politiques, en passant par la Direction générale de la coopération décentralisée, le constat est le même. Des agents présents dans leur bureau, mais toujours à se tourner les pouces. Il n'est que 10 heures, mais le boulot du jour est déjà abattu. C'est la logique du 5% qui vaille pour ces agents qui observent un mot d'ordre de boycott lancé par le syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs du Burkina, SINACSAB. Les courriers qui sont déposés ici, le lot de courriers, il y a même des courriers d'une semaine ici. Comme on travaille à 5%, chaque jour on fait ce qu'on peut. Ce mot d'ordre de boycott concerne entre autres la transmission du courrier, le traitement de certains dossiers et la réception des dossiers des associations, partis politiques et syndicats. On a reçu beaucoup. Donc, comme on est en grève, on traite tout. On prend ce qui est urgent, on traite, le reste on garde. Qu'est-ce qui peut être urgent pour vous? Bon, ce qui peut être urgent.
Par exemple, il y a les ateliers, ça c'est urgent. Il faut traiter, c'est urgent. Ici, à la Direction générale de la coopération décentralisée, c'est l'examination des budgets et le traitement des ordres de mission en provenance des collectivités territoriales qui sont mis en stand-by. Si les budgets ne sont pas examinés à temps, tout le monde sait que ça peut entraîner des conséquences, en tout cas indésirables, ou bien peut-être des conséquences néfastes quant à la possibilité, en tout cas, d'exécution de ces budgets sur le terrain. Voilà. On ne peut pas exécuter un budget qui n'est pas... Comme c'est le service qui est chargé de la délivrance du traitement des ordres de mission, en tout cas pour le moment, par rapport au boycott, le mot d'ordre est clair. Et les ordres de mission, le traitement des ordres de mission est arrêté. Bon, les dossiers peuvent venir par ordre, voilà. Et par rapport à l'ordre d'arrivée, on peut décider que un ordre de mission par jour, peut-être, ça peut être considéré les 5%. À la Direction générale des libertés publiques et des affaires politiques, on dit avoir baissé le mercure de 5 à 1%. Au lieu de 5%, on a 1% aujourd'hui. Voilà, tout ce que nous savons, nous demandons au ministre de nous écouter. Si nous sommes écoutés, nous allons travailler normalement. Je suis venu pour le renouvellement de notre récépissé pour la mission, mais je suis venu constater que les services ne fonctionnent pas. Oui, c'est urgent parce que il y a des dossiers que nous voulons constituer et comme le récépissé n'est pas d'actualité, nous ne pouvons pas déposer. Donc c'est vraiment très urgent. Nous prions que Dieu vraiment touche les différents cœurs pour qu'il y ait vraiment l'entente afin que vraiment notre pays puisse aller de l'avant. Ce mot d'ordre de boycott illimité lancé depuis le 29 mai a pour objectif de ralentir considérablement le fonctionnement du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Le SINACSAB exige du ministre de tutelle le traitement diligent de sa plateforme revendicative déposée depuis 2017. Cette forme de boycott est aussi observée au niveau départemental, provincial et régional par les membres et sympathisants du SINACSAB. Tout autre chose à présent, le programme des terres arides est en train de prendre fin et finit dans quelques semaines. Eh bien, c'est le moment choisi par ses initiateurs pour dresser le bilan de leurs activités. On parle d'environ 80% de taux de rendement. Sandrine Zougouri. Entre débats et suggestions, ces responsables du programme Droit-Div, programme des thèses arides, sont en pleine séance de synthèse des leçons apprises du dit programme, des travaux de groupe avec à la clé des recommandations. Ok, les grandes recommandations qui ont été prises, donc le projet a en fait 8 composantes. Donc, si je prends la composante qui concerne la gestion des ressources naturelles au niveau des sous-bassins versants, donc le projet a adopté une approche de gestion des sous-bassins versants qui est un ensemble, une entité donc, sur laquelle on peut interagir. Donc, ce qui ressort, c'est que pour des interventions futures, nous devons aller dans le sens davantage de cette approche des sous-bassins versants, parce que ça permet mieux de résoudre des problèmes dans une entité de communautés qui ont les mêmes problèmes de leurs ressources. La graine du développement a été sémée par le programme qui, durant les 3 ans, a travaillé avec les collectivités locales. Considérés comme des acteurs clés dans la mise en œuvre du programme, ils ont désormais la lourde tâche de poursuivre les œuvres de Droit-Div. Nos populations sont très satisfaites des actions menées en faveur de nos populations. Donc le programme a été très bénéfique pour nous. Maintenant, nous héritons, nous en tant que commune, nous héritons des installations et de tout l'acquis du projet. Donc l'après-projet, donc il faut que ce soit géré en bon père de famille. C'est pas parce que le projet est fini qu'on individualise, chacun s'approprie les biens du programme. Non. Donc ça devient des biens communautaires et ça doit se gérer en bon père de famille. Les retombées du programme sont remarquables dans le quotidien des bénéficiaires. Dans notre sous-bassin versant, on a eu à réaliser une zone de pâturage de 580 hectares, la réalisation des boulis, des magasins Warantas, des périmètres maraîchers. Ils ont eu à former des pépiniéristes
pas mal de travaux dans notre sous-bassin versant. En tout cas, ça a changé notre vie. Ils ont formé aussi des paysans innovateurs. Ils nous ont montré l'importance de la zone du pâturage. Les leçons du programme de développement des terres arides sont enfin tirées et le bilan est jugé positif au regard des résultats estimés à 88% de rendement. Les bonnes pratiques seront partagées pour faciliter la mise en échelle des acquis. Selon les responsables, en cas de reconduction du programme, seuls le Burkina Faso, le Niger et le Mali seront concernés. 15 milliards de francs CFA, voilà le coût du nouveau broyeur que vient d'acquérir la cimenterie Simbukina, ce qui porte à 2 le nombre de broyeurs de l'usine, de quoi permettre de multiplier nettement sa capacité de production. L'inauguration a eu lieu hier. Didier Daourou, Alfred Etioye. 15 milliards de francs CFA, c'est ce qu'a coûté le tout nouveau broyeur de la cimenterie Simbukina. D'une capacité de production de 150 tonnes par heure, il vient doubler ainsi la capacité de production de la cimenterie qui passe désormais à 2 millions de tonnes par an. Ce deuxième broyeur permettra à l'usine de faire face à une demande de ciment de plus en plus croissante. Nous, on a installé un premier broyeur en 2014 ici. Et quand on a vu comment évoluer économiquement le pays et qu'on a vu les indicateurs positifs, automatiquement, on a enclenché l'investissement pour le deuxième broyeur. Et ça, c'est un bon signe pour le pays. C'est-à-dire que le pays fonctionne bien. Et ce deuxième broyeur, il va nous permettre d'être capable d'alimenter la demande en ciment pour les années qui viennent. Pour un besoin de consommation estimé à 2 500 000 tonnes de ciment par an, le Burkina Faso connaît une forte demande en ciment. Cette infrastructure permettra donc à la production annuelle nationale de franchir le cap de 6 millions de tonnes, ce qui favoriserait l'exportation du ciment à partir du Burkina. Les premières autorités s'en réjouissent. Ça va certainement donc dans un avenir certainement donc moins long permettre donc contribuer à réduire donc le coût du ciment, mais aussi à ce que nous puissions exporter donc du ciment. Et ce sont des choses qui contribuent à améliorer notre balance commerciale. Donc je pense que à tout point de vue, c'est une belle chose parce qu'il y a à la fois un bénéfice pour les investisseurs, mais il y a un retour pour la nation. Outre le broyeur, l'extension compte un nouveau silo de calcaire de 2000 tonnes et une nouvelle ensacheuse de 120 tonnes par heure. Pour les responsables de la cimenterie, cette nouvelle installation permettra d'améliorer la rapidité et la qualité de livraison du ciment. Il déploie toutefois les importations informelles des pays limitrophes qui menacent la survie des cimenteries nationales. Et du sport pour terminer, à 3 jours du marathon des échangeurs qui aura lieu ce samedi 22 juin, le comité d'organisation met les bouchées doubles. Il s'est rendu chez le Moronaba, patron de l'événement, pour recueillir ses bénédictions. C'était en présence du ministre de l'économie, parrain de la course. Didier Daourou avec Abdoulazak Traoré. Les bénédictions du Moronaba Bongo pour la réussite du marathon des échangeurs, c'est la raison de la visite du comité d'organisation de l'événement chez le chef des Mossé. Accompagné du ministre en charge des Finances, les organisateurs sollicitent l'accompagnement de l'empereur des Mossé. Et nous avons sollicité Sa Majesté d'accepter donc patronner cet événement et c'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Il nous a rassurés et vous voyez bien, il nous a même donné déjà comment il voyait l'événement et avec bien sûr des contributions pour le premier prix homme et le premier prix femme ou fille. Et nous sommes vraiment satisfaits et comblés par cette bienveillance, attention et par rapport à l'événement qui sera organisé par BF1. Des dons qui marquent l'engagement du chef des Mossé à accompagner cet événement qu'il juge louable au regard des avantages qu'offre le sport. Pour cette deuxième édition, la sécurité routière est au cœur de l'activité. Le casque peut sauver une vie, tel est le thème de cette compétition. Il est question, une fois de plus, de sensibiliser l'ensemble de la population et surtout la frange jeune de la population au port du casque qui pourrait nous éviter d'être endeuillés, d'endeuiller nos familles. Donc, si nous sommes venus avec son Excellence, Monsieur le Ministre, pour solliciter une fois de plus le patronage du Moronaba, c'est pour que nous ayons les bénédictions et davantage porter plus haut ce projet.
Le marathon des échangeurs est une course à pied de 42,195 km reliant les 4 échangeurs de la capitale Ouagadougou. Tout est donc prêt pour le 22 juin avec près de 700 athlètes venus du Burkina Faso et d'autres pays. Voilà, et c'est là que finit ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité renouvelée et surtout, merci pour votre patience. Rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire 19h30.